Bonjour à tous. Bienvenue à ce comité plénier portant sur le Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec. Présentation qui nous sera faite par M. Gilles Dufour et son équipe. Mais avant de leur céder la parole, je vais laisser le maire faire un mot d'introduction. Monsieur le maire. Merci, Madame la Présidente. Alors, ce matin, on a présenté pour la première fois le projet de biométhanisation en 2011. Et comme c'est un projet qui est assez complexe techniquement et qui était sujet aussi à changement, la preuve, c'est que dans le pacte fiscal, on a été capable de reculer la date exécutoire pour le début des opérations de l'usine de biométhanisation et aussi la date limite pour ne pas recevoir d'amende si on ne le faisait pas. Dans le pacte fiscal, cette limite-là est maintenant portée au 31 décembre 2002. Et on est fort content parce que budgétairement, ça va nous aider. Depuis 2011, il y a eu des paramètres qui ont changé. Par exemple, l'obligation de recevoir les boues dans l'usine de biométhanisation, les boues qui sont brûlées actuellement à l'incinérateur. Et aussi le changement qui est encore le plus important. On s'est donné comme obligation, et je pense qu'on l'a fait en toute responsabilité, d'avoir un gabarit d'usine qui serait nécessaire pour les 20 prochaines années. Ça coûte plus cher, mais avoir fait autrement, je pense qu'on aurait été responsable. On aurait une usine qui aurait fonctionné pour quelques années, mais je pense qu'en toute responsabilité, on doit investir pour s'assurer de recevoir l'augmentation des boues et des matières organiques sur une période de 20 ans. Je veux préciser aussi aujourd'hui, et la population ne le sait sûrement pas ou très peu le savent, le recyclage des matières organiques, ce n'est pas une lubie de la Ville de Québec. C'est une obligation gouvernementale. Le gouvernement du Québec oblige les villes à récupérer leurs matières organiques et en disposer. Nous n'avons pas le choix. Ce projet-là est fait en fonction des lois et des règlements du gouvernement du Québec. Ceci dit, nous adhérons évidemment au principe de recyclage et de disposition des matières organiques, mais je veux que la population sache qu'on le fait aussi en fonction des règles et des lois du gouvernement du Québec. C'est tellement vrai que ce qu'on vous expliqua tantôt, c'est que, par exemple, pour la biométhanisation, le gouvernement du Québec les deux gouvernements donnent une subvention très importante. Très importante. Et ils l'ont fait parce qu'ils donnaient des subventions, à part le compostage, on vous expliquera la différence entre le compostage et la biométhanisation. Les plus grosses subventions sont octroyées pour des projets de biométhanisation parce que le gouvernement veut qu'on fasse la biométhanisation. Alors, on n'a pas le choix de le faire, mais on adhère à la vision qui est de tout récupérer, brûler le moins de choses possible à l'incinérateur, puis nos spécialistes vont nous expliquer le résultat de tout ça. Et évidemment, au moment où on se parle, la technologie de la biométhanisation, je pense qu'elle est assez avancée, puis on sait exactement où on s'en va. On va faire des choix tant qu'à la récupération des matières organiques en fonction des technologies existantes. Par exemple, notre objectif, c'est de rendre cette opération-là quotidienne, la rendre la plus facile pour les citoyens. Par exemple, on va vous expliquer aujourd'hui que probablement qu'on n'aura pas besoin d'avoir des bacs bruns. Un bac additionnel, on va faire autrement. Il y a d'autres technologies qui existent. Ça veut dire pas de troisième bac et pas de camions additionnels qui vont faire le ramassage des bacs bruns. Il y a des technologies qui existent. Ceci dit, entre maintenant et le 31 décembre 2022, il reste encore 7 ans. Et dans le domaine environnemental, les technologies se développent d'une façon assez rapide actuellement parce que le besoin est là. Alors, s'il s'avérait que d'ici 7 ans, il y ait des nouvelles technologies pour, par exemple, le ramassage ou le triage des matières organiques, on saura s'organiser pour prendre la technologie qui est la plus conviviale pour la population. Alors, c'est ce qu'on va vous expliquer. Ceci dit, et ce sera la norme maintenant à la Ville de Québec pour les gros projets de construction, nous allons avoir une gouvernance qui va être à peu près copier-coller
sur la gouvernance qu'on s'est donnée pour l'amphithéâtre. Puis on se rappellera que ça a fait le travail parce qu'on a construit l'amphithéâtre à 30 millions de moins que le chiffre prévu. Et donc, il y aura un comité aviseur qui sera présidé par M. Jean-Pierre Gilardeau. Ceux qui sont dans le domaine des affaires à Québec connaissent très bien Jean-Pierre, qui est un ingénieur de carrière, qui a passé à peu près toute sa carrière chez Alcoa, qui a dirigé l'usine de l'aluminerie de Deschambault. Alors, Jean-Pierre a une expérience extraordinaire. Il n'est pas ici ce matin, il devait y être, mais on vient de me dire qu'il y a de la mortalité dans sa famille, alors il ne peut pas y être. Sur le comité aussi, M. Pelletier est là, c'est M. Martin Pelletier. M. Pelletier est un ingénieur chimique avec un doctorat, bravo, et qui a passé presque toute sa carrière chez Cascade. Alors, M. Pelletier sera sur le comité aviseur et aussi une autre personne que je connais, moi, qui sera sur le comité aviseur, c'est Madeleine Caron, qui... Madeleine, vous êtes ingénieur chimiste, hein? Oui, ingénieur chimiste aussi. Ça prend beaucoup de chimie dans ce projet-là. Et Madeleine a travaillé dans plusieurs ministères. D'ailleurs, moi, dans ma carrière, j'ai eu affaire à elle comme client. Et non seulement elle connaît cette science-là, la science de la chimie, mais en plus de ça, elle connaît bien le gouvernement du Québec et ses arcanes. Ça va nous aider. Évidemment, notre directeur général adjoint au développement durable, Gilles Dufour, sera sur le comité. Et sur le comité aussi, M. Jean Rochette, qui a dirigé la construction de l'amphithéâtre. Et M. Rochette va rassembler une partie de son équipe, que j'appelle l'équipe de choc, qui a construit l'amphithéâtre. Et Jean est-il là? Oui, il est arrivé. Allô, Jean? Est-ce qu'il y a bien humble en arrière? Alors, Jean va être dans l'opération avec son équipe de choc. Et je pense qu'on se donne de cette façon-là les meilleurs outils pour réussir la construction d'une usine dans les coûts pour atteindre nos objectifs techniques et aussi dans le temps. On l'a réussi avec l'amphithéâtre, on pense qu'on est capable de reproduire le même modèle. Et moi, je vous dirais en terminant que si l'amphithéâtre a coûté 30 millions de moins, c'est à cause de la gouvernance. Les gens n'ont pas idée la différence que ça fait de se donner une bonne gouvernance. Chacun a ses talents, mais si vous voyez des entreprises qui vont mal, demandez-vous comment elles sont gouvernées, quel système de gouvernance qu'ils ont. Et je pense que dans le dossier de l'amphithéâtre, ça fait la différence. Puis on pense que ça va faire la différence aussi dans ce projet-là. Merci. Merci, M. le maire. M. Dufour, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, le mandat qu'on a reçu pour le projet d'usine de biométhanisation, c'est de réaliser un projet, évidemment, en lien avec la vision de développement durable de la Ville. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être en lien avec la vision de développement durable de la Ville? Premièrement, c'est d'être exemplaire au niveau de l'intégration de cette usine-là dans la communauté, avec les citoyens. Deuxièmement, c'est d'être exemplaire également au niveau des pratiques environnementales. Et finalement, d'être exemplaire aussi au niveau de la gestion des coûts, de la gestion de projet et surtout la façon d'intégrer cette nouvelle usine-là dans les opérations existantes de la Ville. Fait que concrètement, en développement durable, il y a toujours 3 axes, puis notre but, c'est toujours d'être exemplaire vis-à-vis de ces 3 axes-là. Évidemment, on a à respecter des lignes directrices, un processus réglementaire très exigeant de la part du gouvernement. Puis il y a des aides financières reliées à ça, puis avec plusieurs conditions, ce qu'on se doit de respecter ça. Puis aussi, notre mandat, c'était de mettre en place une gouvernance forte ainsi qu'un bureau de projet. Un bureau de projet qu'on a recruté principalement à l'extérieur parce que les connaissances en biométhanisation au Québec, c'est un procédé qui est connu en Europe, aux États-Unis, mais très peu au Québec. On commence au Québec. C'est des ressources qui sont quand même assez rares. On a commencé par recruter un directeur de projet, Carl Desharnais, qui est à ma droite. Carl, c'est un ingénieur d'une 20aine d'années d'expérience, mais spécialisé surtout en gestion de projet dans le domaine industriel. À la Ville, on a recruté aussi Yves Fréchette, il a plus aussi d'une 20aine d'années d'expérience à la Ville, surtout à l'incinérateur, connaît bien les processus de la Ville, puis connaît très bien l'incinérateur, ça fait que c'était une aide précieuse pour nous.
En biométhanisation, je vous le disais, les ressources sont assez rares au Québec, mais on était assez fiers de recruter 2 personnes qui connaissent bien la biométhanisation. Premièrement, Céline Vanek-Haute, c'est une Belge, une Belge qui a fait un double doctorat de l'Université Gand de Belgique et de l'Université Laval. Elle a travaillé en Belgique dans des usines de biométhanisation parce qu'il y en a plusieurs. Puis elle a complété un doctorat sur la façon d'extraire les fertilisants d'un procédé de biométhanisation. C'était une bonne ressource pour nous. Puis Steve Boivin, c'est un ingénieur chimique aussi, une maîtrise en génie chimique de l'Université de Sherbrooke. Steve a fait beaucoup de projets en biométhanisation, mais aux États-Unis. C'est nos 2 ressources connaissantes en biométhanisation. On a recruté également Steve Lavé, qui a un doctorat en génie mécanique, mais qui est surtout spécialisé en modélisation. Puis dans des procédés comme ça, on a besoin beaucoup de modélisation. Je voudrais présenter aussi les autres personnes qui sont à la table avec moi. Carl Desharnais, je viens de vous le présenter. Martin Villeneuve, qui est directeur du service de l'environnement, puis Stéphane Bouguet, qui est directeur de la division de la gestion des matières résiduelles. Parfait. Monsieur le maire, chers élus. Monsieur le maire, chers élus, merci pour la présentation. Le plan de présentation, on vient de faire l'introduction. On va vous parler pourquoi nous devons faire le projet, les politiques gouvernementales, parler de la collecte, du projet de centre de biométhanisation, des préoccupations de nos citoyens, essayer de répondre à toutes leurs questions, parler des échéanciers, des prochaines étapes, puis conclure avec la période de questions. Donc, pourquoi nous devons faire le projet? Monsieur le maire l'a bien expliqué, c'est une obligation gouvernementale. Avec le plan d'action sur les changements climatiques, on ne pourra plus enfouir ou incinérer la matière organique. Donc, on doit faire quelque chose qui va avoir un bénéfice au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi permettre le recyclage de matière organique en générant des fertilisants ou des engrais. Pour ce faire, le ministère de l'Environnement a mis en place un programme, une aide financière pour aider les villes à se munir d'infrastructures. Ce programme-là, c'est important de comprendre que 2 technologies sont admissibles, 2 procédés, pardon. Soit la biométhanisation, soit le compostage, ouvert ou fermé selon les projets. L'aide financière de ce programme est aussi variée en fonction du type de procédé, mais en fonction aussi de qui effectue le projet. Comme on peut le voir, compostage ouvert, il y a des subventions maximales de 300 $ la tonne. Puis pour la biométhanisation, pour les résidus alimentaires, on monte jusqu'à 800 $ la tonne. Si un privé fait le projet, comparativement aussi à une municipalité, comme on le voit dans le tableau suivant, les subventions sont aussi différentes. C'est pourquoi la Ville de Québec, l'agglomération, a choisi d'y aller avec un projet de biométhanisation en exécutant aussi son propre projet. Mais bien au-delà de ça, on a quand même comparé des études avec le compostage. Puis le compostage a quand même des bénéfices qui sont moins bons en termes de GES, un impact aussi au niveau des transports. Donc, on a fait une analyse au niveau des coûts, mais ce n'est pas simplement une analyse de coûts. En termes de redevances, pour chaque quantité, chaque tonnage de matière organique ou de résidus qu'on envoie à l'enfouissement ou à l'incinération, on paie des redevances. Chaque année, la Ville de Québec paie 6,3 millions par an. Puis, par la suite, le ministère regarde comment performent les villes, puis redistribue des redevances. Puis, nous, on reçoit approximativement 4,9 millions par année. De sorte que ça nous coûte en redevances, au net, 1,4 million. Donc, si jamais on ne se soumet pas ou on ne suit pas les obligations gouvernementales, on risque de perdre le 4,9 millions. Puis dans ce cas-là, ça coûterait à la Ville de Québec 6,3 millions par année de redevances. Il faut comprendre qu'on parle bien de pénalité, exactement. Puis il faut comprendre que c'est annuellement. Donc, c'est récurrent à chaque année, tant aussi longtemps qu'on n'est pas en règle. Pour ce qui est des coûts du projet, 98,5 millions sont pour le centre de biométhanisation, puis 26 millions sont pour la collecte. Au total, on parle de 124,5 millions. Près de la moitié de ça
vient de subventions gouvernementales, fédérales et provinciales. Donc, c'est un apport important qui vient des gouvernements, puis l'autre moitié qui est à la charge de l'agglomération. Un rappel qu'on va traiter 86 600 tonnes de résidus alimentaires, puis 96 000 tonnes de boue qui proviennent de nos stations de traitement des eaux usées. Maintenant, à la base, ça commence chez les citoyens, chez les commerçants, dans les industries, dans les institutions. Le principe directeur qu'on a, c'est vraiment de faciliter la vie de tous et chacun. Okay? C'est un changement dans la culture, un bon changement, un changement environnemental. Par contre, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de faciliter la vie de tous et chacun. Le bâti de l'agglomération de Québec, chaque ville a ses propres ses différences. Nous, ici, à Québec, on a 62 % qui sont des 2 logements et plus, 35 % qui sont des 10 logements et condos. Puis, comme on veut faciliter la vie à tous ces gens-là, il faut être innovateur. Puis, l'objectif, c'est d'avoir un seul contenant pour les ordures et les résidus alimentaires, que ce soit pour les citoyens, les industries, les commerces ou encore les institutions. On parle d'aucun bac, aucun nouveau bac, puis aucun camion supplémentaire. Donc, tout se fait avec la collecte existante. Le projet de biométhanisation, le site est situé près de la baie de Beauport, avec les installations portuaires de Québec. On est face à la station de traitement des eaux usées. Les boues aujourd'hui qui sont pompées de la station de traitement des eaux usées ouest à l'est sont épaissies à notre station, sont transmises par des conduites, pompées via des conduites existantes à l'incinérateur. Puis à l'incinérateur, sont déshydratées, séchées, puis par la suite incinérées. Donc, ces boues-là vont être redirigées sans camionnage supplémentaire, donc pompés à notre centre de biométhanisation. À l'incinérateur, les résidus alimentaires arrivent déjà à l'incinérateur. On a déjà un quai de réception, on a déjà une fosse, on a déjà un système de traitement d'air, une main-d'œuvre qui opère l'incinérateur 24 heures sur 24. Donc, on veut utiliser cette synergie-là pour continuer à amener les résidus alimentaires à l'incinérateur, les traiter, bénéficier de l'énergie de la vapeur qui est disponible pour chauffer nos résidus alimentaires, puis pomper au centre de biométhanisation les résidus alimentaires qui ont été nettoyés via la conduite existante. Donc, encore une fois, aucun supplémentaire entre la biométhanisation et l'incinérateur. Le projet de biométhanisation, on a des résidus alimentaires, comme je l'ai mentionné, qui vont arriver à l'incinérateur, qui vont être préparés. On va bénéficier des synergies en place. Les boues municipales qui proviennent de la station aussi de traitement d'eau usée. Donc, les résidus alimentaires, les boues vont être combinés, envoyés au centre de biométhanisation où va se produire la digestion anaérobie. Ce qui est rapidement la digestion anaérobie, on peut comparer ça à un corps humain. Donc, la digestion s'effectue. Il y a une production de biométhane, donc de gaz naturel, qu'on veut injecter dans un réseau gazier, dans le réseau de gaz métro. Puis, on génère aussi des fertilisants. Fertilisants qui vont être sous forme liquide et solide, qu'on veut envoyer en recyclage agricole, donc faire profiter les agriculteurs pour un remplacement de fertilisants. Le gaz naturel, lui, va nous permettre d'avoir des revenus. On a été très conservateurs dans nos premières estimations, dans nos premières analyses. Comme vous le savez, on est dans un creux important en termes de pétrole, en termes de gaz. Donc, on a pris des coûts à 3,66 $ le gigajoule, l'unité d'énergie, ce qui nous donnerait des revenus de près d'1 million par année. Par contre, on est optimiste avec les analyses de marché qu'il va y avoir une tendance à la hausse, puis que les prix au niveau du gaz vont augmenter. Puis, à titre d'exemple, 10 $ le gigajoule fera augmenter nos revenus à 2,5 millions de dollars par année. Pour ce qui est des préoccupations des citoyens, on sait que le site est une préoccupation importante.
Mais il faut rappeler qu'il y a un processus rigoureux d'analyse de sites. 17 sites à l'époque avaient été regardés et 10 avaient fait part d'une analyse plus approfondie. On bénéficie aussi, comme je l'ai expliqué, d'une synergie importante entre 3 équipements municipaux qui sont la station de traitement des eaux usées, l'incinérateur, puis le futur centre de biométhanisation. On a déjà de la main-d'œuvre en place, des opérations 24 heures sur 24, puis des infrastructures. Aucun camion de transport va être requis, aucun transport additionnel pour les boues municipales ou encore pour les résidus alimentaires qui vont être pompés via des conduites existantes. Pour ce qui est des produits qui vont sortir du centre de biométhanisation, les fertilisants, on va forcer le chemin pour prendre la route via nos futurs contrats, via l'autoroute du Frein-Montmorency. Donc, c'est important à comprendre qu'à la limite, il va y avoir une diminution même du camionnage à l'incinérateur. Donc, les matières organiques et les boues qui étaient autrefois incinérées, qui ne le seront plus, vont générer moins de cendres. Puis ça, c'est moins de camions qui vont sortir de l'incinérateur. Pour ce qui est de nos fertilisants, le Digesta principalement, on parle de 7 camions par jour, mais qui vont emprunter l'autoroute du Frein-Montmorency. Donc, aucune charge de transport ou de camionnage via le boulevard Henri-Bourassa ou encore dans les entourages de l'incinérateur. En plus de ça, la Ville veut optimiser ses collectes, revoir les collectes aussi en termes d'arrondissement pour essayer aussi d'optimiser puis de diminuer l'impact du camionnage. Comment on peut faire le suivi aussi? Présentement, il y a déjà des suivis qui sont faits au niveau GPS. Puis via nos contrats, c'est des choses qu'on veut suivre puis demander pour s'assurer que les camionneurs empruntent le chemin de l'autoroute du Frein-Montmorency. Notre préoccupation, les odeurs. La Ville a déjà fait une étude préliminaire d'impact au niveau des odeurs. Puis cette étude-là est concluante. Donc, aucune perception, aucune nuisance dans le quartier. Évidemment, on va devoir faire une étude de dispersion finale quand on va avoir un niveau d'ingénierie plus avancé, quand on va connaître la hauteur de nos bâtiments, la disposition exacte des différents équipements. On va pouvoir faire notre modélisation finale qui est requise pour notre demande de certificat d'autorisation. Il n'y a aucun entreposage qui est fait à l'extérieur. Puis à l'incinérateur, il y a déjà une captation, il y a déjà un système de traitement d'air qui capte les odeurs. Puis, je tiens à mentionner que depuis la mise en service de notre station de traitement des eaux usées en 92, on n'a aucune plainte au niveau des odeurs. Puis, on va avoir un système de traitement similaire qui va être installé au centre de biométhanisation aussi. Au niveau de la qualité de l'air, évidemment, on n'incinérera plus, comme je l'ai expliqué, la matière organique, les boues. Donc, on va diminuer la charge à l'incinérateur. On va diminuer de 18 % environ le temps de fonctionnement des fours. Aussi, on vise à poursuivre l'opération de l'incinérateur. Puis, on va continuer, la Ville va continuer à investir plus ou moins 5 millions par année dans les installations pour améliorer ses performances. On va avoir aussi des opportunités pour convertir nos véhicules de collecte, les contrats que nous avons, pour avoir des véhicules qui fonctionnent au gaz naturel, au biométhane. Ce que ça veut dire, on parle de véhicules qui vont être moins bruyants, puis de véhicules qui vont être aussi moins polluants. Au niveau du bruit, les principaux équipements sont tous situés à l'intérieur, donc un bon contrôle des émissions sonores. Puis on est localisé aussi à plus de 850 mètres des premières résidences. Cet aspect-là est encadré au niveau du ministère, puis on doit le démontrer aussi qu'au niveau du bruit, on va respecter toutes les normes. Pour ce qui est de la sécurité des résidents, nous n'aurons pas, en fait, le biogaz, c'est le biogaz qui est à la sortie directement des digesteurs. Donc, les réservoirs génèrent le biogaz. Le biogaz à la sortie a un entreposage de faible dimension, à basse pression. La quantité représente moins d'un camion, moins d'une citerne de gaz propane. Okay? Donc, c'est une quantité minime qui est sur le site. Par la suite, le biométhane, lui, qui est injecté dans le réseau de gaz métro, doit être traité. Et il n'y a aucun entreposage sur le site du biométhane. Donc, le gaz naturel est injecté en temps réel dans le réseau gazier.
Pour ce qui est des digesteurs, ce n'est pas des digesteurs, ce n'est pas des réservoirs qui sont remplis de biogaz ou de gaz. C'est des réservoirs qui sont à 90 de matière liquide non dangereuse. On parle de résidus alimentaires, on parle d'eau. De plus, la biométhanisation, c'est un procédé qui est reconnu. On parle de plus de 2000 digesteurs aux États-Unis, dont 1200 pour des stations de traitement d'eau usée. Plus de 10 000 installations en Europe. Puis au Québec, on a déjà des centres comme Saint-Hyacinthe, Rivière-du-Loup, Gatineau, Repentigny, qui sont en opération. Un exemple, le projet de Repentigny, qui est situé au cœur du parc de l'île Lebel, qui a été construit, lui, bien avant les programmes d'aide financière du ministère. Situé près des citoyens, on parle à plus ou moins 300 mètres. Puis je tiens à rappeler que nous, on va être à 850 mètres des premières résidences. Donc, Repentigny, près d'un fleuve, près des citoyens, aucune nuisance en fonction de la biométhanisation. Un autre projet dont on a entendu parler dans les derniers mois, Saint-Hyacinthe, lui aussi situé dans un milieu agricole, près des citoyens, près de la rivière Yamaska. On parle de plus ou moins 200 mètres des premières résidences. Donc encore là, nous, on est situé à 850 mètres, eux sont à 200. Aucune plainte, aucune nuisance au niveau des odeurs et du bruit. La Ville veut améliorer la qualité des citoyens. Depuis 2011, il y a des projets de revitalisation de la zone industrielle Mézeray-Vieux-Limoilou. On a visé à améliorer la qualité de vie des citoyens en améliorant l'aménagement urbain, que ce soit trottoir ou autre, plantation d'arbres et arbustes, donc 1300 arbres, 1900 arbustes qui ont été plantés dans le secteur. À titre d'exemple, on a le verdissement de l'incinérateur, l'aménagement et le verdissement du boulevard des Capucins, le réaménagement et le verdissement du boulevard Henri Bourassa, l'aménagement paysager du chemin de la Canardière, puis 2 autres projets qui sont à venir pour ce qui est de l'aménagement paysager du boulevard Montmorency, puis le réaménagement des accès de la baie de Beauport. Au niveau des bénéfices environnementaux, c'est un projet, la biométhanisation, qui a une vision durable, de développement durable. On va produire une énergie verte pour réduire les gaz à effet de serre. Ce que ça va représenter, si on veut imager la quantité de gaz qu'on va produire, on va produire la quantité 100% de la consommation de la Ville de Québec, les bâtiments de la Ville de Québec, le chauffage de nos arénas, le chauffage de l'hôtel de ville. Donc, autrement dit, on pourra être indépendant en termes de consommation de gaz naturel. Ça représente aussi 3 fois de la consommation en diesel de nos véhicules de collecte. Donc, ça donne une idée, une image de la quantité d'énergie qu'on va produire, puis diminuer ainsi les gaz à effet de serre. Évidemment, on va diminuer l'enfouissement. On va recycler de façon agricole les matières résiduelles, production de fertilisants, remplacement d'engrais. Puis, comme je l'ai mentionné, on va améliorer la qualité de l'air aussi des citoyens. En 2014, on a travaillé une étude préparatoire avec le consortium Roche Électrigaz. Les objectifs étaient de valider les budgets, valider les échéanciers, sélectionner certaines familles de technologies, simuler des procédés, travailler à une synergie avec des infrastructures villes. Je tiens à le rappeler, on a l'incinérateur, on a la station de traitement des eaux usées, puis le futur centre de biométhanisation. Donc, on a déjà un endroit où on reçoit les résidus alimentaires, on a des systèmes de traitement d'air, on a de la main-d'œuvre 24 heures sur 24. Donc, bénéficier de ces synergies-là, valider les bilans de gaz à effet de serre, puis aussi plusieurs recommandations qui ont découlé de ça, d'où lesquelles l'équipe a travaillé en 2015. Le projet de centre de biométhanisation, on peut voir ici les premiers aménagements préliminaires. On est situé face à la station de traitement des eaux usées, près de la baie de Beauport et près aussi des installations portuaires. Les réservoirs qu'on voit ici sont les réservoirs de biométhanisation. Quand je parlais de digestion en termes de corps humain,
C'est là où on a 90 de matière liquide qui est de l'eau et des résidus alimentaires, où la digestion anaérobie s'effectue. Je tiens à le mentionner, ce n'est pas des réservoirs de biogaz, mais principalement des réservoirs de matières non dangereuses. Le centre de biométhanisation comporte aussi plusieurs équipements à l'intérieur du bâtiment, un stockage, un entreposage temporaire. En termes de dimension ou de volume, on parlait de moins d'un camion-citerne de propane. Les équipements de raffinage, de traitement de biogaz pour faire l'injection dans le réseau de gaz naturel. Puis aussi, on a une torchère qui nous permet de brûler 100 du biométhane, donc de ne faire aucune émission advenant quoi que ce soit. On va avoir des camions qui vont être utilisés pour sortir via l'autoroute du frein Montmorency les fertilisants, donc les digestats. Je tiens à mentionner que ces camions-là ne seront pas remplis à l'extérieur, mais à l'intérieur avec un système de traitement d'air. Donc, toutes les odeurs, nuisances vont être traitées au centre aussi de biométhanisation. Il y aura aussi un programme de verdissement à titre indicatif. On voit des arbres, mais on va se pencher en ingénierie détaillée plus profondément sur l'aménagement final pour inclure évidemment le verdissement du secteur et du centre de biométhanisation. Pour ce qui est des prochaines étapes, le projet a évidemment été reporté. D'ici 2019, on veut compléter l'ingénierie, effectuer la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère. Donc, on sait que c'est un risque important. Certains projets ont pris jusqu'à 1 an et plus à faire la demande. Donc, nous, on veut profiter des délais pour bénéficier, gérer ce risque-là, pour faire la demande d'autorisation en temps. Débuter la construction 2019, complétée en 2021. 2021-2022, on doit mettre en service les équipements, démarrer les équipements, mais on doit aussi les accepter. Donc, la conformité de la performance, effectuer les paiements finaux, les vérifications partielles pour être conforme à ce que le ministère nous exige pour obtenir nos subventions en décembre 2022. Pour conclure, le centre de biométhanisation est la meilleure option pour l'agglomération de Québec. En premier lieu, on va respecter l'obligation gouvernementale. C'est un projet qui a une vision de développement durable, production d'énergie verte, réduction de gaz à effet de serre. Meilleure option comparativement aux autres pour ce qui est du transport, du bruit, des odeurs, amélioration de la qualité de l'air, recyclage agricole des matières résiduelles, production d'un fertilisant, meilleur potentiel pour le contrôle des coûts par la Ville, puis bénéficier d'une synergie importante entre 3 équipements municipaux qui sont l'incinérateur, la station de traitement d'eau usée, puis le futur centre de biométhanisation. Merci. Merci, M. Desharnais. Monsieur le maire, avant de passer à la période de questions, souhaitez-vous faire une conclusion? Oui, écoutez, 2 remarques. Pour les gens de Limoilou, les gens se demandent pourquoi l'usine est installée là. Et quel impact ça aura sur l'eau. Ce matin, probablement que tout le monde va découvrir à la page 7 de vos documents que si l'usine, le centre de biométhanisation est installé là, c'est parce qu'il est voisin de la station de traitement des eaux usées. Et que les 95 000 tonnes de boue, là, je rappelle que des boues, c'est des excréments humains, là, seront envoyés au centre de biométhanisation par des conduites souterraines. Et c'est pour ça que le centre est voisin de la station de traitement des eaux. Mais je pense que tout le monde va apprendre ce matin que les matières organiques, c'est-à-dire les restants de table, on va les appeler comme ça, qui sont amenés actuellement à l'incinérateur, seront triés là, et toutes les restants de table et les matières organiques vont s'en aller au centre de biométhanisation à partir de l'incinérateur par des conduites souterraines. Il y a actuellement une conduite souterraine entre l'incinérateur et la station de traitement des eaux usées. Alors, on va faire un petit croche pas bien compliqué. Et ça veut dire que tout le transfert des boues au centre de biométhanisation et tout le transfert des matières organiques à partir de l'incinérateur vont se faire sous couvert, c'est-à-dire par des conduites.
Alors, il n'y aura pas de manipulation de boue, pas de manipulation de matière organique à l'air, à découvert. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on s'en va là. Parce que les conduites existent et que c'est une façon, à mon sens, exceptionnelle de pouvoir transporter les boues et les matières organiques. S'il n'y a pas de centre de biométhanisation, vous comprenez que les 182 000 tonnes de matière, qui sont les boues de la station de traitement des eaux usées, devraient être transportées par camion, et la matière organique qui serait triée à l'incinérateur devrait aussi être transportée par camion. Et donc, dans les deux cas, on élimine tout ça. Et le gain, en plus, pour les jeunes des Moiloux, c'est que, ce faisant, le fait que nous ne brûlerons plus de matière organique, on va baisser les émissions de 18 % de l'incinérateur. Alors, si les jeunes des Moiloux se demandent quel est l'impact chez nous, l'impact total, il est positif parce que au total, il va y avoir 18 % de moins d'émissions dans l'incinérateur. Et l'impact négatif potentiel, on vient de vous montrer qu'à Repentigny et à Saint-Hyacinthe, où les centres de biométhanisation sont situés à 200 et 300 mètres des premières habitations, ça fonctionne depuis des années et il n'y a pas de plainte. Parce qu'il n'y a pas d'impact environnemental. Et le nôtre, notre centre à nous autres, va être situé 3-4 fois plus loin que les centres de Repentigny et Saint-Hyacinthe parce qu'on est situé à 850 mètres des premiers bâtiments. Alors, aucun impact négatif parce que ça existe déjà. On aurait pu prendre des centres de biométhanisation en Europe. Ils sont dans des milieux urbains pour la plupart parce que moi, j'en ai vu. Et il faut voir la densité en Europe. Là, les centres de biométhanisation, dans bien des cas, sont en plein milieu de la ville. Et aux États-Unis, peut-être que c'est moins aigu, c'est moins vrai. Mais on a pris 2 exemples au Québec pour être plus sûr. Saint-Hyacinthe et l'autre, Repentigny, ça existe, ça fonctionne et c'est beaucoup plus près des citoyens que ça va l'être ici. Et au total, pas de camionnage. On l'a dit, on ne prend pas de bac brun. Les sacs dans lesquels seront mis les matières organiques dans chaque habitation iront dans le bac vert. Et le bac vert, il va faire comme ça fait actuellement, va être ramassé et ça va s'en aller à l'incinérateur. Et là, il va y avoir un tri mécanique de fait et optique, là. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de camions de plus en ville parce qu'on va prendre les camions existants. Et parce qu'on ne fait pas de compostage, nous n'avons pas à transporter 182 000 tonnes de matière organique parce que ça va se faire par des conduites. Alors, c'est un gros gain. L'autre affaire que je veux dire, ça nous coûte à nous 60 millions à peu près, toute cette opération-là. Mais ce qu'on a expliqué tantôt et ce que les citoyens doivent comprendre, c'est qu'on paie des pénalités actuellement. Quelle page que c'est, juste pour voir. On paie actuellement, au total, 1,4 million de pénalités parce qu'on enfouit nos matières organiques. Ça nous coûte ça à chaque année. C'est dans notre budget de dépenses. Et si on ne fait pas la SAN, ça va nous coûter 5 millions de plus par année. Alors ça fait 6,3 millions, additionné à peu près 1 million actuellement pour la vente du gaz au prix de 3,5 $ du gigajoule. Ça fait un peu plus de 7 millions par année au prix actuel du gaz de gains. Au lieu de le mettre des pertes, on va le mettre dans les gains. Ça veut dire que, dans le fond, notre dépense à nous autres, si on calcule l'emprunt et tout ça, devrait se repayer par lui-même à peu près une douzaine d'années. On peut dire à peu près 11-12 ans. Alors, et si on ne le fait pas, ça va être des pertes nettes. C'est ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le maire. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Comme nous sommes en comité plénier, je prendrai la liste des gens qui souhaitent intervenir et poser des questions à l'équipe de M. Desharnais. J'ai Mme Verreau qui a levé la main, M. Julien, M. Voyer, M. Légaré, Mme Gilbert, M. Ernoul, M. Dufresne et M. Proulx.
Je vous laisserai 3 minutes pour poser votre question. Vous aurez la réponse de l'équipe de M. Desharnais. Et si la question vous semble incomplète, je vous laisserai poser une sous-question. Par la suite, je donnerai le temps de parole à un autre membre du Conseil et nous procéderons ainsi de suite. Madame Béraud, je vous invite à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais faire un peu de pouce sur ce que M. le maire a dit en conclusion. Lorsque vous parlez de ne pas ajouter une collecte, une troisième collecte, de mettre les résidus alimentaires avec les ordures régulières, il y a quand même, vous avez dans votre présentation parlé d'une étape que j'aimerais peut-être me faire réexpliquer plus clairement. Les matières, il va y avoir un tri à l'incinérateur entre les matières résiduelles et tout ça. Mais il y a comme une opération avec les matières résiduelles là, que vous faites à l'incinérateur avant de les retourner. J'aimerais ça là, me le faire expliquer plus clairement. Merci. Allez-y. Parfait. Donc, à l'incinérateur, comme je le mentionnais, les résidus alimentaires vont continuer à arriver à l'incinérateur. Dans la fosse actuelle, on a une grosse fosse où tous les résidus ultimes arrivent là. Nous, on va séparer une partie de la fosse pour mettre la matière organique à cette place-là. De là, nous, on doit traiter quand même ce qu'on reçoit des citoyens. Même si on demande d'être exemplaire dans la matière organique, on sait qu'on va retrouver des indésirables qu'on doit retourner à l'incinérateur. Donc, un autre avantage d'être à l'incinérateur. Donc, de là, on a des équipements qui préparent la matière. On peut comparer ça peut-être à une grosse machine à laver où on peut mettre de l'eau, on nettoie, puis après ça, on prépare la matière qui, elle, est pompée. Donc, en résumé, il y a comme un gros procédé qui est installé là pour nettoyer les équipements. Votre micro, Mme Béraud. En ce qui concerne la faute, il va y avoir une partie réservée Exactement. pour les résidus. Parce C'était ça là, qui me mélangeait un peu. On n'augmente pas le nombre de tonnages qui va à l'incinérateur. Tout ce qu'on fait, on fait comme un peu le séparer. Donc, l'alimentaire va être d'un côté. C'est ça. Alors, en complémentaire, Mme Amé, oui. Alors, tout ça veut dire, si vous vous servez de la fosse d'incinérateur, je ne sais pas si vous me voyez venir un peu, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des citoyens qui croient ou on a véhiculé longtemps que l'incinérateur, il y aurait une fermeture pour 2024. Mais si je comprends bien votre présentation, on ne parle plus, là, je veux dire, on va continuer de se servir de l'incinérateur. Je veux dire, votre projet, là, c'est pas pour 4 ans, là, surtout si... Mais moi, je veux que ce soit clair, là, ce matin, cette information-là, qu'on la comprenne bien, parce que dans la présentation, là, si j'ai bien saisi, on continue de se servir de la fosse incinérateur dans l'opération du centre de biométhanisation. Effectivement, les opérations, avec la synergie qui va être créée avec le CEBAC, les opérations ne seront pas arrêtées en 2024. Par contre, le CEBAC amène une grande amélioration environnementale puis une réduction des effets sur l'environnement de l'incinérateur. Ah, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Alors, OK, ça veut dire que ça va diminuer tout de même la pression sur l'incinérateur. Et avec le temps, avec les années, on pourra voir. Oui. On peut dire c'est important de le dire clairement, là, parce que je suis certaine que c'est une question qui va revenir. Ça veut dire qu'on continue de se servir de l'incinérateur. Et ceux qui attendaient toujours, parce que c'est inscrit dans le dernier PGMR, vers 2024, la fermeture de l'incinérateur. Alors, c'est une question qui revient souvent dans la population. C'est qu'on va plutôt se servir de l'équipement pour faire un tout de fonctionnement, mais avec moins d'impacts environnementaux, une meilleure qualité d'air. Merci. Merci. J'ai M. Julien. Oui, merci. On voit, on parle de 182 600 tonnes là, quand on utilise l'addition des boues et des matières organiques. Est-ce que je dois comprendre que c'est la capacité ou que c'est ce qu'on pense traiter? Parce qu'on voit que on disait quand même qu'on a construit ça pour une période de 20 ans, être capable de couvrir les besoins. Comment ça va se traduire dans nos projections en termes de traitement réel? Puis quand est-ce qu'on va atteindre cette capacité-là?
Donc, effectivement, on conçoit le centre pour une durée de 20 ans. Donc, on a regardé les projections d'augmentation de la population pour l'augmentation des boues, puis l'augmentation aussi des résidus alimentaires. Je dirais que dans les premières années, on va atteindre rapidement 85 et un peu plus % de la capacité de traitement. C'est sûr qu'on va avoir un... C'est pour ça qu'on veut faciliter la participation de chaque citoyen, avoir les gens au rendez-vous. Puis par la suite, bien, on va avoir peut-être un 10 à 15 % d'augmentation en fonction d'augmentation de population. Pas de questions complémentaires, M. Julien? Oui, juste, pardon. Oui, comme M. allez-y, Dufault me l'a mentionné, le jour 1, évidemment, on a 100 % des boues. Donc, c'est un aspect important pour nous. Si c'est une quantité de matière qu'on est certain qui va arriver au centre, c'est une quantité de matière qu'on connaît, qu'on traite actuellement aujourd'hui, qui représente 55 % de nos matières. Merci. Monsieur Voyer. Oui, merci. Là, je comprends, à la sortie du centre, il y a 2 éléments qui sortent de là, des biogaz et le digesta. Bon, biogaz, c'est branché sur gaz métro, si je comprends bien, mais moi, c'est plus le digesta. Ce que vous disiez, ça, c'est du fertilisant qu'on va épandre sur les... pas sur métos, non, effectivement. Mais donc, pour les agriculteurs, mais je comprends qu'il y a l'équivalent d'à peu près 7 camions par jour. Y a-t-il le potentiel pour l'accueillir? Et puis aussi, qu'est-ce qu'un digesta? Peut-être plus précisément, c'est-tu vraiment du fertilisant ou... Monsieur Dernier. C'est bon. Le digesta en tant que tel, quand ça sort des digesteurs, c'est liquide. Ça peut ressembler au... Mais pas trop précis. On est tôt le matin. À la sortie des digesteurs, c'est assez liquide. Ça peut être noir, couleur foncée. Par la suite, on doit enlever de l'eau. Puis on enlève de l'eau pour le mettre un peu plus solide. Puis ça peut ressembler à une terre noire, pour l'imager. Donc, cette terre noire-là, elle, après ça, est épandue, puis contient de l'azote. C'est des facteurs NPK qu'on voit dans nos engrais, mais contient de l'azote et d'autres éléments. Donc, c'est pour répondre à ce qu'est le digesta. Donc, c'est un fertilisant, une terre, un amendement qu'on peut rajouter sur les sols. Au niveau des odeurs, le ministère caractérise quand même, là. Donc, il y a des critères hauts qu'on appelle, puis ils sont caractérisés. Nous, on vise à être au niveau des meilleurs des odeurs. Mais si je compare, par exemple, parfois, il se fait de l'épandage de fumier. Ça, c'est de la matière organique là, qui n'a pas nécessairement été complètement digérée. Là. Donc, le but de la digestion, c'est de diminuer encore plus les odeurs. Là. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un marché? On sait que c'est un tonnage important quand même. C'est des grosses quantités qu'on va devoir recycler. On a fait faire une étude par l'IRDA, qui est l'Institut de recherche en développement agro-environnemental. Puis, eux ont démontré qu'il y a une capacité à recevoir jusqu'à une distance de 150 km là, du centre. On a quand même regardé dans une bonne distance, relativement facilement. Par contre, c'est sûr qu'il y a un aspect de développement de marché. Okay? C'est nouveau au Québec, ça commence. Saint-Hyacinthe le font. Repentigny valorise à 100 % en agriculture les boues. Donc, il y a des exemples, mais c'est un marché qui est en développement. Aujourd'hui, c'est une dépense pour la ville. Par contre, en Europe, c'est une dépense nulle, si je peux dire, ou un petit revenu. Donc, si on voit dans un moyen long terme, ça pourrait représenter encore là des diminutions de dépenses pour la ville là, quand même importantes pour le centre. Monsieur le maire, en complément? Juste, on parle des biogaz, peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, c'est que Gaz Métropolitain aura des installations sur le site et le biogaz s'en va directement dans le circuit de Gaz Métropolitain, directement à partir du centre. Ça, c'est important. Ça fait aussi partie de l'intégration de tout l'environnement. Merci. Aviez-vous une sous-question, M. Boyer? Oui, bien, juste pour ma compréhension, je vois dans votre échéancier à fin 2016-2019, préoccupations citoyennes, allez-vous faire des consultations ou l'expliquer aux citoyens? Parce que là, il faut le digérer.
sans jeu de mots. Mais on a une bonne séance pour que vous nous expliquiez ça, mais les citoyens doivent aussi le comprendre. Allez-vous leur expliquer aussi? C'est sûr qu'avec le report qu'on connaît du projet, à court terme, je dirais on fait présentement une mise à jour aux citoyens. Puis, bien entendu, on va avancer l'ingénierie détaillée, on va avoir une image plus réelle du site. Puis, à ce moment-là, il y aura d'autres séances d'information pour les résidents. Monsieur le maire? On va être très transparent là-dedans. Parce que, je veux dire tout de suite, parce que, tu sais, ce sont des gros mots, digesta, boue, matière organique, tu sais. C'est pas avenant, là, à l'écouter comme ça. Et donc, mais ceci dit, on va être extrêmement transparent, encore plus avec le quartier environnement. On va tout mettre sur la table, on va tout expliquer. Et ça va être tellement clair pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir poser toutes les questions. Je pense qu'on va être capable de répondre à toutes les appréhensions possibles. Alors, la réponse, c'est qu'on va le faire en toute transparence parce qu'on n'est pas gêné du projet, là. On n'est vraiment pas gêné du projet. En termes de retombées, je pense qu'on a fait la preuve ce matin qu'il y a un gain quelque part pour les gens de Limoilou, mais on va aller l'expliquer, ça. Alors, les gens vont savoir, lorsque l'usine va démarrer, ils vont savoir ce qui en retourne. On va savoir exactement ce que ça fait dans la vie, les impacts, les conséquences et les gains. On va être totalement transparent parce qu'on n'est pas gêné de notre projet. Merci. J'ai M. Légaré qui a demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Bon matin. Merci d'être là, messieurs, dames. C'est un dossier qui a grandement évolué. Lorsqu'on parle, il y a de ça même à peine un an et demi, on parlait de dandins puis de stockage extérieur, puis on ne savait pas trop où on s'en allait avec ça, puis ça débouche un an plus tard à un projet extrêmement brillant. C'est très, très brillant. Je veux vous féliciter là-dessus. Je veux juste revenir sur mon collègue lorsqu'il parlait des fertilisants. Est-ce qu'il y a un marché? Il y a un marché pour ça, je comprends, mais est-ce que la Ville peut escompter faire des revenus avec ça ou on va le faire à coût nul? OK. Comme je le mentionnais, pour l'instant, c'est vu comme une dépense. OK. Évidemment, on va vouloir en faire profiter aussi aux citoyens. Donc, les gens qui vont vouloir en avoir pour justement amender leur sol, leur terrain, ça va pouvoir leur être offert. Mais pour l'instant, on a été très conservateurs dans nos estimations et dans nos modèles financiers. Puis pour l'instant, c'est une dépense. OK. Concernant le fameux bac que je vais avoir à la maison, est-ce que c'est un petit bac qui va être sur mon comptoir? Comment que je vais gérer ça, moi, techniquement? Là? Il va y avoir un sac sur mon comptoir, je prends le sac puis je mets ça dans le... C'est comme ça qu'on fait ça? Vous allez prendre un sac tout simplement. Il n'y aura pas de bac supplémentaire. C'est important, là. La psychose du bac brun, elle n'existe plus. Exact. Il n'y aura pas de bac brun. Il n'y aura pas de bac supplémentaire. Vous mettez ça dans un sac, tout simplement. Je présume qu'il y aura une couleur, là, parce que s'il y a un tri optique à l'incinérateur, il y aura une couleur, mais les gens vont mettre ça dans leur sac, tout simplement. Alors, ça va éviter beaucoup de manipulation. Ça, c'est important. Puis, c'est pas très agréable à manipuler. Et donc, dans les circonstances, quand on dit qu'on veut être le moins compliqué pour le citoyen, c'est pas ça qu'on va tenter, puis on va réussir à éliminer le bac brun. Alors, moins de transbordement de matière organique, parce que c'est pas agréable. Alors, ça sera, chacun mettra ça dans un sac, il va le tirer dans son bac vert. Excellent. Ça, c'est important, là. Les matières organiques qui seront dans le sac, vous le sortez, puis vous le mettez dans votre bac vert, comme toutes les autres déchets que vous avez. Et ce bac vert-là est ramassé par le même camion qui passe d'habitude. Il va s'en aller à l'incinérateur. Là, il va y avoir un tri optique et mécanique. Les sacs seront déchirés. La matière s'en ira par les conduits qui partent de l'incinérateur aller jusqu'à l'usine. Et donc, ça va être bien moins compliqué. Exact. Parce qu'on voulait, puis Sylvain, on voulait... Parce qu'un bac brun additionnel, ça exige d'avoir des camions additionnels et une ligne de transport différente. Et là, ça veut dire qu'on va avoir les mêmes camions qui ramassent les bacs verts qui vont ramasser matière organique. Et c'est important pour nous autres, là. Pas de transbordement, pas de bac additionnel, puis pas de camion additionnel. C'est probablement la beauté de la technologie qui évolue là-dedans. Vraiment, parfait, ça. Dernier petit point. Allez-y. Sur la photo qu'on a vue tantôt sur l'usine, on voit qu'il y a des espèces de silos où on va stocker du gaz. Y a-t-il une raison technique pourquoi on stocke du gaz extérieur comme ça? C'est-tu pour notre utilisation à nous? Ou parce que le gaz, en principe, part directement dans le réseau de gaz métro. Pourquoi qu'on le stocke à l'extérieur? Donc, si on regarde sur la photo qu'on montre ici, je tiens à mentionner que les réservoirs qu'on voit ici
c'est 90 de liquide. Donc, c'est de l'eau, des résidus alimentaires. L'entreposage à basse pression, c'est le petit ballon qu'on voit ici qui représente moins qu'un camion-citerne en termes d'énergie. Ça, c'est l'étape où le biogaz sort directement des digesteurs. Mais on ne peut pas l'injecter tout de suite dans le réseau de gaz métro parce qu'il doit être traité. On doit enlever de l'eau, on doit enlever du CO2. Donc là, on a besoin d'un tampon minimum pour permettre aux équipements qui font ce travail-là de le faire adéquatement. Donc, c'est pour ça qu'on a un minimum. Mais en tant que tel, le biométhane, le gaz naturel qui est traité, lui, est injecté directement dans le réseau. Merci. Madame Gilbert? Merci. C'est une très bonne présentation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent soudainement plus claires. Moi aussi, je trouve que c'est une solution vraiment brillante. Puis il y a vraiment des gains pour les gens de Limoilou, mais il y avait une condition un peu fondamentale à ce que ce soit un gain, c'est l'assurance pour les gens de ces quartiers limitrophes-là qu'il n'y ait pas de camions qui circulent dans les quartiers. Alors, comment, tout à l'heure, vous avez parlé de mettre des GPS sur les camions, mais est-ce que c'est suffisant? T'sais, comment allez-vous être capable d'obliger et de vous assurer qu'il n'y aura pas de camions qui vont passer ailleurs que par l'autoroute du Frein-Montmorency? On s'est engagé ces derniers mois à suivre justement tous nos contrats, tous nos camions par des GPS. Et donc contractuellement, il y a des pénalités. Si on ne respecte pas le chemin prévu, on a une pénalité. Puis au bout de plusieurs pénalités, on peut avoir le contrat qui est retiré. On rentre dans le coercitif. On est obligé de faire ça. Allez-y, complémentaire. Allez-y, Madame Gilbert. Allez-y. Écoutez, c'est au sujet du compostage. Il y a quelque chose de romantique qui existe dans la population autour du compostage quand même. Il y a une espèce de forme de romantisme. Là, les gens, ça va prendre des bons arguments pour expliquer aux gens que le compostage, excusez-moi, c'est vraiment, vous comprenez ce que je veux dire, mais que le compostage n'est plus la solution idéale, choisie, puis qu'on a une alternative qui est beaucoup mieux. Ça va prendre quand même plusieurs bons arguments. Vous en avez nommé tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup des questions de coûts, de transport et tout ça. Mais il y a une chose qui, excusez-moi, ma question un peu basique, là, c'est lorsqu'on composte maison, on dit toujours qu'on met que des résidus, les légumes, fruits et tout, puis on ne met pas les résidus animaux dans le compostage. Quand on parle de biométhanisation, est-ce qu'on va pouvoir mettre la totale de nos résidus alimentaires? Merci. Oui, effectivement, une des différences entre la biométhanisation et le compostage, c'est que la biométhanisation peut accepter, exemple, les viandes et autres choses qu'on ne peut pas mettre en compostage. Donc, même en fait, le gras, ces choses-là, est un élément avantageux, produit plus d'énergie. Donc, effectivement, la biométhanisation va pouvoir accepter plus d'intrants. Un complément, Monsieur le maire? Oui, Madame la Présidente, je suis obligé un petit peu, excusez-moi, de faire l'opposition en même temps parce qu'elle n'est pas là ce matin. Puis comme la presse m'a posé des questions, je leur ai dit qu'on leur expliquerait la performance et les coûts des trois possibilités, c'est-à-dire biométhanisation, compostage à ciel ouvert et compostage sous couvert. Pouvez-vous bien nous expliquer c'est quoi la différence en termes de performance des trois, puis aussi expliquer la différence du rendement économique des trois? Oui. Donc, en premier lieu, comme je l'ai mentionné, c'est important de comprendre qu'il y a une différence avec le programme du ministère. Donc, le compostage est moins subventionné que la biométhanisation. OK. Mais à la base, si on regarde, est-ce que la Ville pourrait avoir son site de compostage? À l'époque, il y a des recherches de sites qui ont été faites, puis il n'y a pas eu un site qui a pu être retrouvé comme étant acceptable pour que Québec fasse son propre centre de compostage. Ça, c'est la première chose. Par la suite, on a fait une analyse, puis j'avais préparé des documents de support, laissez-moi une minute. On a fait des analyses de coûts, à savoir si on prenait toutes nos matières, puis on envoyait ces matières-là se faire composter par le privé. Okay. Donc, on a rencontré différentes... Ça, c'est compostage fermé. Okay. C'est important de comprendre que nous, parce qu'on fait une collecte en sac, le ministère exige un compostage fermé. C'est dans les lignes directrices.
Donc, nous, on a fait plus que 2 options. J'ai essayé de résumer aux 2 principales. Mais en résumé, si le compostage était fait par le privé, on devrait quand même nous modifier puis investir dans nos installations à la ville. Exemple, à l'incinérateur, il faudrait prendre tous les bouts qui sont là puis les envoyer chez le composteur. Donc là, on devrait bâtir des silos d'entreposage, des stations de chargement de camions. Puis, ces dépenses-là, parce que le projet est fait par le privé, comme je l'ai montré dans la graphique tout à l'heure, dans le tableau, aucune aide financière nous est accordée parce que c'est le privé qui fait le projet de compostage. Donc ça, c'est un aspect important. Donc, en mettant tout ça ensemble, les aspects économiques font que la biométhanisation est le meilleur choix. Outre que les coûts, il faut comprendre que compostage et biométhanisation, oui, ont un gain environnemental, mais la biométhanisation au niveau des gaz à effet de serre diminue encore plus. Donc, un meilleur gain pour la ville en termes de gaz à effet de serre. Si on regarde pour les préoccupations citoyennes, on parlait tantôt du transport. Le transport inquiète les gens du quartier. Mais évidemment, si on a 96 000 tonnes de boue à prendre puis à sortir du quartier de Mézeray-Vieux-Limoilou, en plus des résidus alimentaires, on parle d'un camionnage supplémentaire. Je l'avais préparé. Donc, on parle d'environ 10 camions de boue par jour qui partiraient d'incinérateurs. Puis environ en moyenne 7 camions de résidus alimentaires qui pourraient être traités ou encore nécessiteraient un site de transbordement. Donc, évidemment, avec le compostage, il y a plusieurs options, mais ce qu'il faut retenir peut-être de ça, c'est l'augmentation du camionnage dans le secteur. En fait, je vais vous demander de m'expliquer si on le faisait, nous autres, de compostage fermé nous-mêmes, là, si on investissait dedans. Alors, mais avant, je voudrais dire aux gens de Limoilou, là, que si ce n'est pas de la biométhanisation, puis si c'est du compostage, même s'il est fermé, vous allez avoir le bonheur d'avoir 10 camions par jour qui vont circuler dans Limoilou. Ça va être des boues. Je rappelle que des boues, c'est des excréments humains. Et moi, ce que j'entends de Limoilou continuellement, c'est qu'on veut le moins de camionnage en Limoilou. Alors, la biométhanisation garde le camionnage au point où il est là actuellement. Mais avoir 10 camions de plus par jour qui transportent des boues, je ne connais pas personne dans Limoilou à qui s'attendre. Ma question, c'est, oui, le compostage couvert par le privé, mais si c'est compostage couvert par la ville. Mais comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun site qui a été évalué. Les coûts, des recherches dans la littérature ont été faits, puis les coûts avec le programme actuel sont un peu plus élevés. Mais si c'était fait par la ville, avec le programme actuel, c'est plus. Mais il n'y a pas de site à la base. Là. Juste bien clarifier, au point de vue économique, même couvert par la ville, le meilleur rendement économique, c'est la biométhanisation. C'est là la différence aussi. Puis encore là, alors site ouvert, puis il n'y a personne qui en veut à Québec, même site fermé, je ne connais pas grand monde qui en veut. Puis de toute façon, au total, on a un gain économique avec la biométhanisation. Puis au total, au niveau des impacts, il faut transporter des boues à chaque jour. Il n'y a aucun avantage, mais aucun avantage. Merci. Écoutez, j'en étais à M. Jérémy Arnoul. Merci. Question concernant revenus, dépenses. On comprend ce que vous avez dit tantôt. On peut anticiper des revenus pour la vente de gaz entre 1 et 2,5 millions. Selon mon intervention de mon collègue ici, Sylvain, on comprend que le digestat ne sera pas considéré pour le moment dans les revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, combien ça va coûter opérer ça annuellement? Pardon. En termes d'opération, on parle de coûts de 4,4 millions, excluant le financement, dans l'ensemble, incluant les revenus, pour faire l'opération et le recyclage du digestat. Donc, on parle de 4,4 millions par année. Allez-y. Complémentaire là-dessus. Au niveau des revenus, au niveau du gaz, évidemment, ça prend un certain temps avec le processus s'enclenche. On peut espérer avoir ça quand au début, les revenus? Bien, au niveau des revenus, aussitôt que les équipements sont mis en place, puis qu'on commence à faire de la digestion en aérobie, après quelques cycles, après quelques mois, on commence à générer du biogaz, puis aussitôt démarrage. En fait, plus les citoyens vont en mettre, plus on va avoir de revenus. Ça peut être un incitatif. Merci. Monsieur Dufresne.
Merci beaucoup. Bon matin. Ma question est en lien avec le coût du projet, 124,5 millions. Le report de la politique gouvernementale là, pour la biométhanisation, est-ce que ça fait en sorte que ce coût-là a été augmenté ou on était à coût similaire de ce qui avait été annoncé là, en 2011? Évidemment, avec le report du projet, il y a certains risques qui vont être à gérer. Il peut y avoir de l'inflation. Mais on vise à réaliser le projet à l'intérieur du même budget, puis avec les délais qu'on a eus, à faire certaines optimisations en termes de conception puis de réalisation pour s'assurer qu'on rentre dans le 98 millions pour le centre de biométhanisation. En complémentaire, le coût de la collecte à 26 millions, c'est vraiment ce qui est relié à l'organisation de la collecte dans le coût total de 124,5? M. Buquet? Les coûts du projet qui sont annoncés, ce sont les coûts liés aux investissements, aux immobilisations, tout à fait. Monsieur Proulx? Page 10 de votre document, dans l'encadré sur les préoccupations citoyennes quant à la qualité de l'air. Vous dites ici, vous parlez d'une diminution du temps de fonctionnement des fours d'incinérateurs d'environ 18 J'aurais cru, moi, au regard du reste de votre présentation, que ça aurait été un petit peu plus élevé que ça. Est-ce qu'on est en droit d'espérer que ça peut augmenter? J'aimerais ça que vous fusiez un petit peu plus loin là-dessus, s'il vous plaît. On parle d'une réduction de 18 du temps d'opération des fours. Évidemment, si on a une vision future de l'incinérateur, si on augmente le taux de recyclage, si on va dans le temps, ce temps d'utilisation des fours-là devrait diminuer. Mais je veux rassurer Mme Verreault parce qu'elle pose toujours beaucoup de questions sur l'incinérateur. On investit, bon an, mal an, 5 millions d'incinérateurs, puis c'est presque exclusivement sur les traitements des gaz, puis réduire les émissions. Puis l'incinérateur a actuellement les normes les plus sévères au Québec en termes d'émissions atmosphériques. Puis les dernières modifications qu'on a faites à l'incinérateur, on dit qu'on a métallisé la surface des tubes des fours, on a augmenté le temps d'opération énormément parce qu'on arrêtait souvent à cause du clinker. Fait qu'on a bonne espérance d'ici. On a un four de fête, on en fait un autre cet automne, les 2 autres au printemps prochain. On a vraiment des bonnes indications qu'on va être en deçà des normes gouvernementales sous peu. En complément, allez-y, M. le maire. On a eu une rencontre avec la direction de la santé publique la semaine dernière ou quelque chose de même. Puis on a bien parlé de l'incinérateur et ce qu'on a compris, c'est que ce qui crée probablement le plus d'émissions, c'est le redémarrage des fours. C'est bête, là, mais je comprends. Je ne suis pas capable d'expliquer, mais je le comprends un peu. Tu sais. Et donc, ça veut dire que nos spécialistes nous disent qu'on va tenter de garder les fours constants et d'éviter le maximum de redémarrage des fours. Et ça va faire une différence, je pense, significative, on va le dire comme ça. Peut-être que vous pourriez en parler un peu plus sur les émissions. Alors, si vous calculez le gain de 18 et une amélioration de la performance de l'incinérateur, peut-être qu'au total, on pourrait se ramasser à 20-25 de baisse d'émissions. Alors, ça, je pense que c'est important. Peut-être, Gilles, expliquer un peu plus là-dessus. Là, Oui, bien en fait, comme disait M. le maire, excusez-moi. On a fait plusieurs améliorations. Il y a 5 millions. La PTI est déjà toute bien alignée comme ça. Les améliorations, on a le système d'injection au charbon qui va diminuer le dioxyne et furane. La méthanisation, comme on l'a dit, ça empêche l'accumulation de clinker, donc ça empêche les arrêts des fours. Puis, qu'est-ce qui crée beaucoup les émissions? C'est la mauvaise combustion. Donc, en faisant moins d'arrêts, on crée moins d'émissions. Il y a aussi tout l'aspect de brûleur au gaz qu'on va installer pour pouvoir mettre les fours en température, encore une fois, lors des arrêts et des démarrages, pouvoir mieux contrôler la combustion.
Puis ensuite, bien, comme vous savez, il a été pris en régie par la Ville de Québec et l'opération est vraiment orientée sur l'environnement. Et effectivement, comme disait M. le maire, il n'est pas du tout utopique d'envisager une amélioration considérable en termes de pourcentage d'émissions dans l'atmosphère. Monsieur le maire? Peut-être, excuse-moi, Laurent, je veux revenir sur le nombre de camions, là. Si on transporte, si on fait du compostage ouvert ou fermé, là, pas de différence, qu'on transporte les boues à partir de l'incinérateur, parce qu'on comprend qu'ils sont envoyés dans la conduite à partir du centre de traitement des eaux, qui sont séchés. En tout cas, on enlève le plus d'humidité possible et qu'il faut absolument les récupérer à l'incinérateur, plus les matières organiques. Quand on dit 10 par jour, c'est juste les boues, c'est boues et matières organiques. Puis la deuxième question, c'est ça fait combien de camions dans une année, excusez-moi. C'est-tu 200 jours par année que ça opère? Je voudrais que les gens des Limoilou sachent que si ce n'est pas de la biométhanisation, combien de camions additionnels de boue et de matière organique va passer dans leur quartier. Il faut vous laisser 2 secondes pour faire le calcul, là. C'est bon. Mais on parle de 96 000 tonnes de boue par année. Donc, le 10 camions par jour, c'était seulement les boues. On parle de 3 200 camions par année, environ. 3 200 camions par année de boue. De boue. Les matières organiques, elles, s'il faut les transporter, c'est combien? Bon, pour les résidus alimentaires, tout dépendant s'il y aurait un centre de transbordement ou non de fait, on peut parler de environ 6 camions par jour, là, je peux dire, 6 à 7. Ça veut dire dans une année? Oui. Ils sont plus habitués de calculer mitaine. On parle d'environ 2150 camions. 2150? Alors, je veux juste dire que le compostage, ça va amener 5300 camions de plus par année qui vont voyer dans les Limoilou. Ça, c'est important, là. Pour les gens de Limoilou, s'ils se posent la question, là, c'est 5300 camions annuellement qui vont passer dans les Limoilou. Je pense que, Suzanne, ça va te tenter d'expliquer ça. Alors, oubliez le gain de 18 de l'incinérateur, puis ajoutez 5300 camions par année. On est capable de faire un petit calcul là-dessus, puis de bien considérer la chose. Et on va l'expliquer, ça. Comptez sur nous autres. Monsieur Proulx, aviez-vous une sous-question? C'est complet? Je vais terminer, moi. Madame Corriveau? Merci, Madame la Présidente. Tout à l'heure, dans la présentation, vous mentionniez qu'il y avait 100 de consommation de gaz naturel qui serait récupéré pour chauffer les bâtiments de la ville. C'est bien ce que vous avez expliqué, non? Entendez-vous? C'est un potentiel. De la façon qu'on va fonctionner, on va injecter dans le réseau de gaz métro, puis on est propriétaire de notre molécule par la suite. Donc, on pourrait se dire qu'on se vend à nous, donc à coût nul, l'équivalent de la consommation de toute la ville. Là. Parfait. Donc, c'était pour imaginer. OK. Maintenant, actuellement, les bâtiments sont chauffés à l'électricité ou au gaz naturel? Il faudrait voir peut-être avec les gens de la gestion des immeubles, mais il y a plusieurs types. Là. Il y en a au gaz, il y a des arénas, il y a plusieurs types de bâtiments. Okay. Donc, il faudra éventuellement estimer le coût de transformer et d'améliorer l'équipement pour recevoir du chauffage à gaz naturel? En fait, si je veux peut-être le prendre sous un autre angle, présentement, on a une facture avec Gaz Métro. On pourrait mettre une croix dessus puis dire qu'on se fournit tout notre gaz. Donc, ceux qui sont électriques restent électriques, puis ceux au gaz, on pourrait les alimenter. Monsieur Julien, un complément d'information à ce sujet. Oui, juste pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que la projection de production de gaz que vous voyez par la biométhanisation permettrait de couvrir 100 de l'énergie utilisée actuellement dans nos immeubles. C'est une vue d'esprit, mais ce qu'on utilise dans nos immeubles, tant aréna, tant centre communautaire, l'ensemble des immeubles appartenant à la ville, serait couvert à 100 par l'énergie produite par le gaz ou seulement les éléments gaz? Seulement les éléments gaz. Ouais. Merci. Madame Corriveau, ça allait? Parfait. Madame Trudel? Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'était assez clair. Je suis contente de voir qu'il n'y a pas de bac supplémentaire. Je suis contente de voir aussi qu'il y a une diminution des gaz à effet de serre. Mais il y a un petit point qui me chicote. Donc, je comprends que les déchets continuent à aller à l'incinérateur,
on parle des résidus alimentaires qui vont au centre de biométhanisation, mais on n'a pas parlé des résidus verts. Donc, présentement, le citoyen, là, il y a 2 périodes par année, au début de l'été puis à l'automne, où on met nos résidus verts au chemin. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir avec les résidus verts? Est-ce qu'ils transiteront au centre de biométhanisation ou on continuera comme une réponse, s'il vous plaît? Donc, votre question est très pertinente. C'est vrai que dans le projet d'origine, il était prévu que le résidu vert fasse partie du projet de centre de valorisation des matières organiques. Depuis 2012, pour ces résidus, il a été pris notre orientation qui est de directement valoriser au champ ou directement au compostage ces résidus verts. On a mis en place un centre de transbordement qui fait qu'on a fait d'énormes économies et qu'on est capable de traiter l'ensemble de cette matière sans avoir besoin de l'usine de biométhanisation. Donc, dans le futur, c'est le même type de traitement qui va continuer à être fait. Donc, les feuilles, les résidus verts du printemps et de l'automne ne transiteront pas par l'incinérateur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Il y a une bonne partie qui est directement recyclée dans les champs, c'est-à-dire qu'on transporte les feuilles ou les résidus verts dans les champs, puis les agriculteurs les enfouissent dans leurs champs. Et pour les quantités excédentaires, là, on les envoie dans un centre de compostage privé. Une sous-question, Mme Trudel? Ça va? Mme Verroux? Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir, avant de débuter ma deuxième question, sur un éclaircissement. J'aimerais avoir un éclaircissement sur la question de M. Desgaret, où M. Labo m'a très bien expliqué qu'il n'y aura pas de 3e bac, qu'il n'y aura pas de bac brun. Lorsqu'il y a eu des projets pilotes sur le compostage, par contre, on fournissait un petit panier fermé sur le comptoir pour justement ramasser, avant de le vider d'un sac de plastique. Ce petit panier-là de comptoir, lui, est-ce qu'il va être disponible? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la collecte va avoir lieu dans quelques années. Oui. Donc, on va profiter des prochaines années pour trouver les meilleurs moyens pour implanter cette collecte. Aujourd'hui, est-ce qu'on va rajouter un bac? Qu'est-ce qu'on va faire des autres outils? On n'est pas capable de vous dire, mais dans les prochaines mois et prochaines années, on va travailler là-dessus. Parce qu'à la rue, je comprends bien, puis c'est votre formule, je pense que c'est l'idéal, là, pour justement pas ajouter en plus un camion qui va, une 3e collecte, le camionnage, bon, c'est parfait. Mais c'était cette question-là, le petit panier où tu mets, là, avant de le vider dans ton sac, que tu vas l'émener dans ton bac vert. Ouais, on va travailler là-dessus. OK, parfait. Complément, M. le maire? Okay. Bon, et comme c'est dans 8 ans, on a le temps de se revoir là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'on commence par éliminer le bac brun et le transport. Là. Puis on en a parlé du fameux petit bac à maison. Mais tu sais, comment dirais-je? Tu peux avoir juste un sac, ça fait pareil. Là. Tu sais, maintenant, c'est pas agréable, mais il faut que ça se fasse. On est obligé de le faire, le gouvernement nous l'impose. Alors, est-ce que les gens vont avoir un petit bac avec un sac dans le petit bac? Là, on est rendu... D'ici 8 ans, on devrait répondre à cette question-là. Vous pensez. Avez-vous une autre question, Mme Verroux? Oui, j'avais une question. C'était juste un éclaircissement. Mme Verroux. Allez-y, M. Verrette. Alors, facilement, à la maison, maintenant, on a quand on a nos armoires, on a des tiroirs. Moi, j'ai 3 poubelles à l'intérieur chez nous. On fait un peu de compost domestique. Puis ils sont déjà là, nos résidus alimentaires, on les met déjà dans ces petits sacs-là, dans ces petits contenants-là. Là. Fait que ça n'a pas non plus. C'est juste la couleur du sac ou la façon qu'on va le mettre dans notre bac vert. Sauf que... Non, mais les armoires, les cuisines de Limoilou, je ne suis pas certaine qu'ils peuvent recevoir ça facilement, mais... Non, dans l'armoire... Je demanderai d'éviter le dialogue, s'il vous plaît. Madame Verroux, vous aviez une autre question pour l'équipe de M. Desharnais? Oui. Allez-y. Bien, j'aurais surtout des commentaires, puis... vous savez, comme le dit M. le maire l'a soulevé, c'est certain que nous, la population de notre secteur, Geneviève Hamelin et moi, sont touchés, sont inquiets, puis ils ont beaucoup de questionnements. Je trouve que déjà cette présentation-là est axée sur les citoyens, sur leurs préoccupations, puis je vous en remercie beaucoup. Je pense que le message est clair et passé. On est très préoccupés par les craintes des citoyens vis-à-vis de l'installation d'un tel équipement là,
pour eux, c'est un ajout d'irritant dans le paysage, mais il y a déjà des bonnes pistes de solutions, comme je peux voir le détournement du camionnage par l'autoroute. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et vous avez parlé, puis je voulais souligner aussi que la Ville de Québec fait beaucoup depuis qu'on est là. Il faut se le dire, puis c'est pas par... je veux dire, on s'améliore vraiment, pas juste, on s'améliore sur... ce qu'on a dans les investissements qu'on a fait dans ce quartier-là, vous l'avez souligné un peu. Puis je pense que le message est passé, c'est très sensible. On a investi beaucoup pour améliorer la qualité de vie, pour diminuer les impacts sur la santé publique, si vous voulez. Moi, je pense que je voulais souligner le travail, d'ailleurs, des équipes, services d'environnement, vraiment, développement durable. Il y a vraiment une attention là, qui est portée aussitôt qu'on parle de ce secteur-là. Puis je veux rassurer les citoyens avec ça. Tout à l'heure, on parlait, quelqu'un posait une question sur une consultation, mais je pense que la méthode d'aller en séance d'information, faire des suivis avec les citoyens touchés, on l'a déjà mis en place avec nos projets d'investissement de 24 millions. Puis je voulais surtout rassurer, on avait créé un comité avec des citoyens du secteur et cette démarche-là, je pense que c'était une bonne démarche. Puis on va les emmener, moi je les inviterai encore à collaborer puis à venir s'asseoir. Moi, on répond à plusieurs questions aujourd'hui des citoyens, des préoccupations. Tu sais, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Alors moi, je demande aux citoyens d'avoir confiance, ils vont être impliqués dans tout ça, puis ils vont être informés de ce qui s'en vient. Parce que là, on a une séance aujourd'hui, c'est vrai, c'est positif, mais c'est quand même beaucoup de matière là, pour peut-être plus décortiquer. Vous avez parlé, parce que c'est une question qui revient souvent, mais je pense que la présentation l'a bien démontré, mais quand même, on a 2 stations des eaux usées. Il y a celle de l'Est, il y a celle de l'Ouest. Alors, souvent, la question était posée, pourquoi on n'est pas allé près de celle de l'Ouest? Parce qu'il y a un système aussi. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Merci. Oui, effectivement, on a 2 stations de traitement d'eau usée, une à l'Est, une à l'Ouest. Il faut comprendre que la majorité des boues, environ 60 % arrivent à la station dont on parlait aujourd'hui, la station Est, près de la baie de Beauport. Il y a une conduite d'un peu plus de 10 km qui relie les 2 stations souterraines. Puis les boues ne sont pas épaissis à la station Ouest. Ils sont plus liquides, si on peut dire, puis sont envoyés à la station Est. Donc, premièrement, les épaisseurs sont localisés à la station Est. De plus, faire une installation sur l'autre site, il y a une question aussi de disponibilité de terrain puis de dimension. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que ce site-là est le meilleur. En complément, le principal, c'est que, de toute façon, la matière doit aller à l'incinérateur et trier là. Ça voudrait dire comment on ferait pour prendre la matière pour l'envoyer à la station d'Est. Ça serait, je ne sais pas comment, là. Alors, ça coûterait très, très cher. Alors, l'idée qu'on prenne la station Est, c'est que l'incinérateur est là et que tout se transporte par voie de conduite souterraine entre l'incinérateur et le centre de biométhanisation. Merci, M. Dufour. Dans les rejets organiques aussi, ce qu'on a vu dans d'autres municipalités qui le font, là, il y a 15 à 20 % de rejets. Il y a des eaux, il y a des gens qui vont mettre des contaminants. Là. Ça fait que ces rejets-là, il faudrait retourner ça à l'incinérateur. À l'incinérateur, on est à côté. C'est facile. On va sauver beaucoup de transport avec ça. Merci. Madame Doyle? J'en avais 3 questions. Non, moi, je n'ai pas un tiroir. Moi, je fais du compotage, un petit canne à café vite, puis je vais le mettre à mesure. Vous viendrez voir ça. C'est bien organisé. Donc, Madame la Présidente, j'avais une question justement pour les résidus, mais ça a déjà été posé. Merci. Je vais aller dans le sens de mon collègue, M. Légaré. Ça fait, je pense, 5 ans qu'on regarde toutes les possibilités. Et je suis très fière avec la conclusion puis le projet, parce que, mis à part l'aspect financier, les avantages pour la ville, la façon que ça va être intégré pour les gens en périphérie de la nouvelle installation, moi, ce que je retiens, puis vous savez que j'aime bien le principe KISS, ce que je retiens pour les citoyens,
C'est de garder ça simple. Il y a un autre mot, je te l'explique après. Ce que je retiens pour le citoyen, on n'aura pas besoin de gérer un autre bac. On n'aura pas besoin non plus de faire le tri à même les résidus alimentaires. Donc, opération très simple pour les citoyens quand on va arriver à la collecte, que je crois que ça va être aux alentours de 2020, si je regarde l'échéancier. Donc, qu'importe quelle façon ça va se faire, je suis très heureuse de voir que vous avez gardé ça très simple pour le citoyen. Ils vont pouvoir tout mettre les résidus alimentaires sans faire de tri dans un sac ou qu'importe. Dans le bac vert, simple, pas de changement d'horaire, collecte demeure la même, facile. C'était ça mon commentaire. Merci. Merci. Et écoutez, je n'ai plus de membres du Conseil sur ma liste. Ah, Madame Jean. Merci, Madame la Présidente. On a parlé beaucoup de préoccupations citoyennes, notamment pour le secteur Limoilou. Je pourrais dire, quand on représente aussi un secteur où les gens vivent souvent collés, multilogement, c'est pas évident. Ils vivent avec leurs poubelles. Moi, j'ai une portion là, de mes citoyens qu'il n'y a pas de cour arrière, puis il n'y a pas d'entrée dans le côté. Là. Les gens, là, les bacs, là, ils sont devant là, leur maison. Là. Quand ils prennent l'air sur leur balcon, c'est en compagnie de leur bac. Là. Donc, je peux vous dire que pour certains de mes citoyens, c'était vraiment inquiétant de dire on rajoute quelque chose. C'était pas l'élément mécanique ou la complexité là, de faire le tri, c'était plus de dire dans notre environnement, là, on va se rajouter un élément comme ça qui peut être efficace. Comme dit ma collègue, Mme Gilbert, oui, effectivement, il y a un élément, un aura romantique là, autour du compostage, là, mais quand il n'est pas bien fait, là, je peux vous dire que les conversations avec les citoyens ne sont pas romantiques du tout. Là. Donc, en même temps, là, quand on vit aussi collé avec nos voisins, là, ça peut être un irritant assez majeur dans nos quartiers. Alors, tant mieux si ça, c'est pas dans les plans éventuels. Ma question, je fais du pouce d'ailleurs là-dessus, du côté des odeurs. Là, vous avez, en page 9, là, parlé d'une étude préliminaire d'impact concernant les odeurs qui était très concluante. Mais quel type d'étude vous avez fait là-dessus? Moi, je suis un petit peu curieuse d'avoir les détails. Est-ce que votre équipe a été 10 fois à la même heure aux abords d'un site pour vérifier, oui, ça se tolère pas, ou il y a vraiment des capteurs, la technologie actuelle nous permet justement de vérifier les éléments, le dosage de ces odeurs-là. Puis c'est quoi notre mesure pour dire qu'elles sont concluantes? Est-ce que ça sent quand même pas si pire ou pas du tout? C'est quoi notre élément, là, finalement, notre baromètre là, pour conclure que c'est correct? Donc, ce genre d'étude-là... Ce genre d'étude-là est fait via des modèles informatiques, mais aussi une intervention sur le terrain. Donc, on tient compte de l'aménagement, on peut mettre des points récepteurs. Puis, par modélisation informatique, avec AirMod, exemple, on peut voir avec les vents dominants pendant l'année comment va se comporter au niveau des émissions. On mesure en unités d'odeur, on appelle ça des UO. Là. Donc, combien d'unités d'odeur vont être perceptibles sur le terrain? Puis on peut voir, on a des cartes qui nous permettent de voir comment se comportent les odeurs. Puis l'objectif est qu'à la limite de la propriété, par exemple du centre de biométhanisation, bien, il n'y ait pas d'odeur perceptible pour les gens à l'extérieur. Je ne sais pas si ça répond à la question, c'est un peu technique. Vos tests, vous les avez faits sur le site anticipé ou sur d'autres sites? En fait, parce que, dépendant des vents du fleuve et tout ça... Là, il y a des analyses qui ont été faites même à l'époque quand les sites de compostage étaient regardés. Donc, il y a plusieurs sites qui avaient été faits pendant cette première étude-là. Maintenant, nous, on doit la refaire avec le contexte actuel, les nouveaux bâtiments, ces choses-là, quand on va faire notre demande de certification. Merci. Monsieur Dufour, ensuite, Monsieur le maire. J'aimerais juste ajouter, en enlevant les résidus alimentaires en sac en les amenant à l'incinérateur, on enlève la source d'odeur. Puis l'incinérateur a énormément de capacité de traitement des odeurs. Il a une bonne capacité. Maintenant, on a une usine de traitement des eaux usées qui est à côté, qui a un système de traitement d'odeur qui fonctionne très bien également. C'est qu'on va implanter le même genre de système pour le centre de biométhanisation. Mais encore une fois, en enlevant les sacs de là, on enlève la source principale d'odeur. Monsieur le maire. Je veux dire aussi, bon, revenant sur l'aspect convivial, si tant est qu'il faut en voir un, là, parce que ça va être une nouvelle obligation. Premièrement, on a ramené la cueillette aux semaines, là, même en hiver. Je pense que ça va nous aider. Et je reviens sur ce que Natacha vient de dire, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté. 38 des unités de logement à Québec sont des unifamiliales, mais 62 sont du multilogement, du locatif ou du condo.
Et on sait que c'est compliqué, les bacs, dans le multilogement. Ça prend de la place, il faut disposer des bacs, les installer quelque part. Et l'idée pour quasiment les 2/3 de la population de ne pas avoir à ajouter des bacs bruns et de devoir les installer quelque part en hiver et en été, je pense que c'est une bonne idée. Je pense vraiment que c'est une bonne idée, puis ça va aider à peu près 62 % de la population pour qui c'est plus compliqué. Plus compliqué. Et donc, le fait qu'ils auront à mettre leur sac dans le bac vert, il n'y aura pas de bac additionnel à côté des... S'il y a du 24 logements, imaginez 24 logements, ça prendrait, je ne sais pas, 24 bacs bruns ou des gros bacs bruns, je ne le sais plus. Mais ça, on l'évite, ce problème-là. C'est majeur, cette affaire-là. C'est vraiment majeur. Alors, puis pour cette clientèle-là, là, qui est 62 %, eux autres, ils devraient apprécier. Merci. Madame Doyle? J'ai peut-être mal compris la question, Madame Jean, mais je pense que la question avait rapport à les odeurs qui vont être générées dans les multilogements. C'était ça ta question? C'était sur le site. OK. Mais de toute façon, on parle des mêmes résidus alimentaires qui sont déjà dans le bac vert aujourd'hui. Ça? Parce que c'est pas nouveau, hein, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Les résidus alimentaires, puis je veux dire à la population, ils sont dans les bacs verts lâchés lousses. Ils existent, là. On ne crée pas un nouveau résidu alimentaire. Il existe, il est dans le bac vert, mais il n'est pas dans un sac à part. Juste au niveau des odeurs localement, là, en fait, normalement, les gens le mettent dans le sac, mais au total. Alors, il n'y a pas de différence avec actuellement. C'est juste que le gouvernement nous demande, puis on est obligé de le faire, c'est d'avoir les résidus alimentaires dans un sac à part. Bien, c'est pas si mal. Si on n'est pas obligé d'avoir de bac supplémentaire, l'opération devrait être pas si mal. C'est pas toujours agréable, mais je pense qu'on minimise l'impact puis le côté désagréable de la chose. Merci. Madame Gilbert? Oui, peut-être que vous l'avez dit, ça m'a échappé, mais mettons, si je reviens dans les quartiers densément peuplés, les quartiers densément peuplés, où on a beaucoup de citoyens qui n'ont pas de bac vert, qui n'ont pas de bac brun, qui n'ont plus de bac, le bac bleu est en tendance à être remplacé par les sacs bleus. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a un petit sac à part avec les rudiments qu'on met sur le trottoir avec les autres sacs? Vous avez apporté la réponse. On peut aussi déposer un sac complémentaire qui sera ramassé à même le camion d'ordures. D'autres membres du Conseil ont des questions à poser à l'équipe? Personne n'a de questions supplémentaires à poser? Dans ce cas, si vous permettez, étant donné là, que je préside, c'est un peu difficile pour moi d'aller également à la salle. Je prendrai un petit 2 minutes à mon tour, étant donné que, évidemment, c'est un quartier le quartier qui est principalement impacté est celui que je représente. Je vous remercie, messieurs, pour la présentation que vous avez faite ce matin. Je pense qu'il a été quand même clairement démontré qu'il y a un grand travail qui a été fait en amont pour le choix du site. Il y a une réflexion qui a été faite. Moi, je comprends les citoyens du secteur qui ont un peu l'impression de voir cette zone-là encore une fois accaparée où on leur incombe un nouvel équipement qui vient un peu être la cerise sur le sundae là, de tout ce qui s'y trouve déjà. On a à conjuguer avec un cadre bâti. C'est sûr que si on avait à refaire la ville, on ne ferait certainement pas une zone industrielle en plein cœur de l'arrondissement de la Cité-Limoilou tel que nous l'avons actuellement, mais nous avons à conjuguer avec ce cadre bâti-là. Et je pense aussi que la démonstration a été faite qu'au-delà de l'usine, du centre de biométhanisation, il y a quand même énormément d'actions qui sont prises pour diminuer les impacts des installations qui s'y trouvent déjà, à l'exception justement du centre de biométhanisation, par justement le travail qui est fait par la Ville en concert avec diverses organisations et des citoyens avec le plan de revitalisation et de verdissement de la zone industrielle Mézeray-Vieux-Limoilou. Et donc, il y a plusieurs questions qui ont été répondues sur les préoccupations quand on parle de la qualité de l'air, du bruit, des odeurs, du camionnage, rassurer les citoyens justement sur la certitude que ça ne passera pas en surplus sur Henri Bourassa. Évidemment, il y aura encore des questions qui vont venir parce que c'est un projet qui est à très long terme. On parle encore de 7 ans avant l'ouverture officielle de ce centre-là. Et je pense là, que M. le maire a clairement démontré qu'il sera... tout sera fait dans la transparence et surtout dans l'écoute et dans un travail commun pour en arriver à un travail qui sera là, qui satisfera au mieux possible. Et je pense que ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que cette usine-là, ce centre-là, a pour objectif premier d'améliorer notre rapport à l'environnement, à nous tous, citoyens de la Ville. Donc, je pense que de prime abord, c'est ça qu'il faut retenir. Je vous remercie. Merci beaucoup à toute votre équipe.